Les amis, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre deuxième partie sur les lois de Kirchhoff. On avait déjà fait une première vidéo qui explicitait un peu comment se comporter quand on a un exercice qui parle des lois de Kirchhoff. Alors aujourd'hui, on a envie de faire asseoir la notion dans la tête et puis on a pris un deuxième circuit. Un circuit est toujours composé, cette fois-ci, il y a deux générateurs de tension et puis quelques résistances. Et on nous demande de trouver ici, de déterminer le courant I0 qui arrive dans cette branche-ci, en utilisant toujours, comme vous le savez, explicitement et principalement les lois de Kirchhoff. Alors, on va faire un petit rappel sur les lois de Kirchhoff. Qu'est-ce qu'on sait d'elles? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on les utilise? Alors, les lois de Kirchhoff, on en a principalement deux. Kirchhoff avait établi exactement deux lois. Une loi qui est nommée la loi des nœuds et une autre qui est nommée la loi des mailles. Qu'est-ce que la loi des nœuds dit? Commençons déjà par elle. La loi des nœuds dit que la somme algébrique des courants qui arrivent en un nœud égale à 0, ou alors la somme algébrique des courants qui partent d'un nœud égale à 0, ou alors encore une définition un peu plus compréhensible, c'est la somme des courants qui arrivent en un nœud égale à la somme des courants qui partent de ce nœud-là. Donc, dans ce circuit-ci, notre objectif, dans un premier temps, ça sera de déterminer tous les courants qu'il y a dans le circuit, dans toutes les branches du circuit. Mais avant de faire cela, on devra d'abord déterminer le sens des courants qu'il y a dans ce circuit-là. Après avoir fait cela, on va utiliser la loi des mailles. La loi des mailles pour nous permettre de déterminer vraiment exactement le courant I0 qui arrive dans cette branche-ci. Alors, sans plus tarder, mettons-nous au travail, retroussons-nous les manches et puis trouvons la valeur de ce courant I0. Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'on a deux générateurs de tension qui sont placés l'un en opposition de l'autre. Et puis, on peut connaître que le courant, enfin, on ne peut pas connaître. On sait qu'un générateur de tension débite toujours un courant électrique. Donc, appelons le courant électrique qui sort de ce générateur de tension I1 et appelons celui-ci I2. On a déjà deux courants. Ici, quels sont ces? On va savoir que parce qu'il n'y a aucun courant qui arrive là, donc forcément le courant qui va venir là sera dans ce sens-ci. Et la loi des nœuds nous dira que le courant qui arrive ici sera un courant comment? Ce sera un courant I1 plus I2. Pourquoi? Parce que c'est la somme des courants qui part qui est égale à la somme des courants. Le courant qui part est égal à la somme des courants qui arrivent. Ce courant-ci, I1 plus I2, arrive ici. Il arrive là. Il va se diviser en deux courants. Un courant qui va descendre et un autre qui va monter. Mais laissons-le d'abord comme ça pour le moment. Ne travaillons pas sur lui. Revenons ici à I0. On voit que I0 va monter là et puis il va arriver là. I0 va se disloquer en deux courants. Un qui va entrer là et un autre qui va venir comme ça. Mais on a un problème. On a un courant qui monte là. Le courant, c'est nous dit qu'il va monter là. Et I0 nous dit qu'il va descendre là. Mais qui va dominer? C'est une question, une vraie question. Mais on se rend compte que quoi? On se rend compte que si on fait en sorte que ce courant qui arrive là domine sur le courant-ci, on va se rendre compte que ce courant-ci qui va monter là, va venir se disloquer en deux parties ici. Et ça ne sera plus I0. Ce courant-ci là ne sera plus I0. Il aura une autre valeur, mais il ne sera plus I0. Donc on est obligé de faire en sorte que le courant qui monte, ce courant I0 qui monte là, va venir ici se disloquer. C'est lui qui va venir se disloquer en deux courants. Donc ça n'existe pas. Donc le courant qui va venir là, un va venir comme ça, il va entrer et l'autre va venir le compléter. Donc on a trouvé le sens des courants ici. Tu vois, vous voyez que c'est une partie qui est très essentielle. La détermination du sens du courant dans un circuit électrique est vraiment cruciale pour déterminer les courants. Alors, quand on arrive là, maintenant on veut la valeur de ce courant-ci qui descend là. Pour trouver ce courant-ci qui descend là, comment on peut faire? On peut utiliser la loi des nœuds en ce nœud-ci, mais on ne connaît pas le courant qui vient là. Mais par contre, on peut connaître le courant qui arrive là. Comment? Pourquoi? Parce qu'on sait que le courant qui va venir jusque là, ça sera un courant I2. Donc on peut l'appeler I2. On sait aussi que le courant qui vient là, ça sera un courant I0. Donc on peut connaître le courant qui est ici en se basant sur ce nœud-ci. Appelons ce courant là par exemple le I3. Mais ne l'appelons pas directement I3 sur le circuit, appelons le I3 au brouillon pour connaître sa valeur. Donc I3 qui descend, il part, I2 aussi part, donc I3 plus I2, et I0 arrive, égal à I0. Ça veut dire que I3, ça
c'est égal à I0 moins I2. On peut directement lui donner sa valeur. Ici, c'est I0 moins I2. Le courant qui descend là. Maintenant, on sait que le courant qui arrive là, c'est le courant I1 plus I2. Le courant qui descend là, c'est le courant I0 moins I2. Comment donc connaître ce courant-ci? Appelons ce courant-ci I4 et calculons directement sa valeur en se basant sur ce nœud-ci. Le courant I4, c'est un courant qui part et les deux autres courants arrivent. Donc, c'est égal à I1 plus I2, I1 plus I2, plus I0 moins I2, plus I0 moins I2. C'est donc égal à I1 plus I0. Et on met directement sa valeur I1 plus I0. Voilà. Jusque-là, je pense que tout c'est bon. On a le courant qui est débité par le générateur de tension E2 qui est I2. Le courant qui est débité par le générateur de tension E1 qui est I1. On a ce courant qui passe dans cette branche-ci. On a le courant qui passe dans cette branche-ci. On a les deux courants-ci. On a le courant I0. Je pense que jusque-là, on a déterminé tous les courants qui sont dans les branches de notre circuit. Alors, n'oublions pas que notre exercice nous demande de déterminer le courant I0 qui est dans cette maille-ci. Appliquons donc la loi des mailles dans cette maille-ci. Alors, pour appliquer la loi des mailles, il faut justement connaître le sens et les tensions des différents dipôles qu'il y a dans la maille. Pour connaître le sens de la tension d'un dipôle repéré en convention récepteur, on sait que le sens de la tension est toujours opposé au sens du courant dans ce dipôle-là. Donc ici, puisque le courant monte, la tension dans ce dipôle-ci va descendre. Ici, pareil, le courant descend, la tension dans le dipôle va monter, on va l'appeler U petit r. Ici, on va appeler U grand R. Alors, on peut donc appliquer la loi des mailles. On va prendre le sens positif comme ça et l'appeler la maille 1. Dans la maille 1, donc, comment faire puisque tout est fait? Dans la maille 1, on aura que la tension ici, ou alors la tension là, va dans le même sens que le sens positif choisi. Donc, c'est pour compter positivement UR plus U grand R, aussi compté positivement, égal à 0. Déterminons directement les valeurs de cette tension-là. La tension, c'est R, petit r, multiplié par le courant qui traverse la résistance I0 moins I2, plus UR, c'est grand R, multiplié par la résistance qui la traverse, c'est grand I0 qui est égal à 0. Donc, M1, pour écrire cette équation, ça sera I0 un facteur de grand R plus petit r moins grand R I2 qui vaut 0. Ça, c'est la première maille. On sait que quoi? On sait que l'exercice nous demande de trouver la valeur de I0. Mais ici, on a un problème. On a un I2 qui n'est pas donné dans l'exercice, donc on ne peut pas déterminer I0 en fonction de I2. Ce qu'il faut faire donc, c'est utiliser une deuxième loi des mailles, voire même une troisième dans ce circuit-ci pour pouvoir déterminer I0 qu'on cherche. Alors, pour le faire, on va utiliser aussi une loi des mailles dans cette maille-ci. Mais pour utiliser la loi des mailles, on sait qu'il faut d'abord déterminer le sens et les tensions des différents dipôles. Ici, le courant, il entre dans cette résistance-ci en passant par là, donc la tension dipôle repéré en convention récepteur, la tension est opposée au sens du courant. Pareil là, la tension sera opposée au sens du courant. La tension U grand R va venir comme ça. Ici aussi, finissons avec là, la tension va aller là, UR. Alors, ici, on va déterminer notre sens positif comme ça et l'appeler M2. M2 nous donne quoi? M2 nous donnera le sens positif. Celui-ci est compté positivement. Donc, c'est UR. E est compté négativement. Moins E1. UR compté positivement. Donc, plus deuxième UR égal à 0. Remplaçons directement par leur valeur, on aura quoi? Le courant qui passe dans la résistance R ici, c'est I1 plus I2. Donc ça sera R facteur de I1 plus I2 moins E1
plus le deuxième R. Le courant qui passe dans la résistance R ici, c'est... Ah, on ne sait pas. Voilà. Donc vous voyez qu'on arrive là, on arrive à une impasse. On n'a pas déterminé le courant qui arrive dans la résistance R. Mais on peut très facilement la déterminer parce qu'on sait que ici il y a un courant qui part, ici il y a un autre courant qui arrive. Donc ce courant, c'est appelons le E5. E5 sera égal à quoi? E5 sera égal. Donc il part, celui-ci aussi part, I0. Donc ce sera égal à moins I0 plus. Ok, moins I0 plus I1 plus I0. On voit très bien que c'est égal à I1. Que ce courant c'est égal à I1. Et on constate que quoi? Que c'est le même courant I1 qui passait dans le générateur de tension. Donc on ne s'est pas trompé. Vous voyez que la petite vérification ci valait la peine d'être faite pour montrer qu'on ne s'est effectivement pas trompé dans le calcul des différents courants qui passaient dans les différentes branches. On avait un courant I1 qui passait dans cette tension-ci, qui se retrouve ici. On n'avait pas prêté attention. On a refait le calcul et on se rend compte qu'on a bien fait notre premier calcul. Donc, la tension non UR, ça sera R multiplié par I1. Donc, R multiplié par I1 égale à 0. Alors, on refait ce petit calcul. Si on arrange ce calcul-ci, on aura 2 fois R I1 plus, ou alors moins E1, plus R I2 égale à 0. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, on a I1, I2. Là, on a I0, I2. On cherche I0. Ici, il n'y a même pas de I0. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut prendre la valeur I0 égale à 0 ici. Et ici, la valeur I1 égale à 0. Donc, on va voir ça plus tard dans le calcul pour montrer que, puisque on est déjà à 1, 2, 3 inconnus, il nous faut une troisième équation pour pouvoir résoudre le système de 3 équations à 3 inconnus pour pouvoir trouver I0. Parce que trouver une équation, trouver une solution d'une équation qui comporte 3 inconnus ou même 2, c'est très compliqué. Quand on a une équation qui comporte 2 inconnus, il nous faut chercher une deuxième équation pour pouvoir utiliser une méthode qu'on connaît. Et quand on a 3 inconnus, il nous faut 3 équations. Autant d'inconnus, autant d'équations. Voilà. Donc, pour trouver la troisième équation, on va utiliser la loi des mailles dans cette maille-ci. On va prendre le sens positif comme ça et appeler cette maille-là M3. M3 nous donne quoi? M3 nous donne que E2 est dans le sens négatif, donc moins E2. U petit r est dans le sens positif, donc plus U petit r. Et puis U petit r ici est dans le sens opposé, donc moins U petit r. Égal à 0? Non. Il y a encore ce grand UR-ci. UR ici est dans le sens positif, donc comptez positivement, plus U grand R égale à 0. On obtient donc cette équation-ci, moins RI0 plus RI1 plus 2R plus R en facteur de I2. Et ceci est bien sûr égal à E2. On obtient donc une troisième équation en fonction de notre équation, en fonction de notre troisième loi des mailles. Qu'est-ce que ça va nous dire? Ça peut donc nous permettre de trouver la valeur de I0, sachant qu'on a un système de 3 équations à 3 inconnues, on pourra utiliser la méthode qu'on souhaite. Mais déjà, regroupons-les normalement pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Alors, la première équation, c'est elle, moins RI0 plus RI1 plus 2R plus 2 petit r plus R en fonction de, en facteur de I2 égale à E2. Deuxième équation, c'est celle-là. On va directement les prendre en mettant les coefficients qui conviennent derrière. La deuxième équation nous dit que E0 n'a pas de coefficient. Donc dans la deuxième équation, le coefficient de E0, c'est 0. Donc on aura 0 fois I0 pardon, plus 2 R I1 est égal plus R I2 est égal à E2.
Enfin, la troisième équation, c'est celle-ci. Le coefficient de I0, c'est R plus petit r multiplié par I0. Le coefficient de I1, c'est 0. Et le coefficient de I2, c'est moins R multiplié par I2, qui vaut bien évidemment 0. Alors, pour déterminer I0, on va utiliser la méthode de Cramer. Le déterminant de I0 sur le déterminant de S. Ici, le déterminant de I0, c'est... Voici I0, donc on commence là, c'est E2. On revient, ou alors E2. Ici, 0 fois I0. 0 fois I0, c'est E1. Là, dans E2, E1 et 0. Ensuite, R, 2R et 0. R, petit, grand R, oui, 2R et 0. Enfin, 2R plus R, grand R et moins R. Sur le déterminant du système, le déterminant du système se prend de ce côté-ci. On aura moins R, 0 et R plus R. Ensuite, R, 2R et 0. Enfin, 2R plus R, grand R et moins R. On voit bien que si on n'a pas fait d'erreur, voici ce que donne ces différents déterminants-là. Alors, le calcul sera un peu long et fastidieux. Je vous invite à faire ce calcul vous-même et à déterminer la solution, à trouver la valeur de I0. Je vous donne explicitement la valeur de I0. Alors, voilà donc la valeur de I0 quand vous calculez ces différents déterminants-ci. Si vous vous y prenez bien, je pense que vous pourrez arriver à cette solution-ci. Alors, pour terminer, je vais vous dire merci de m'avoir suivi. Ici, on a parlé des lois de Kirchhoff, la loi des mailles, la loi des nœuds. On a utilisé la loi des nœuds pour déterminer les différents courants qui passent dans chaque branche de notre circuit. Le plus important, c'était de connaître le sens du courant du circuit. Et pour cela, il faut se rappeler que ici, par exemple, le courant I0 nous est imposé, donc on ne peut pas lui imposer un autre courant sur lui-même. Puisqu'il nous est imposé, alors c'est lui qui va déteindre sur le circuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour trouver la loi des mailles, pour travailler sur la loi des mailles, il faut savoir ce que c'est. La loi des mailles nous dit que la somme algébrique des mailles dans une maille, la somme algébrique des tensions dans une maille est égale à 0. Dès qu'on applique cela, on trouve les différentes mailles, les différentes équations des mailles dans notre circuit. Et la dernière chose, c'est que pour déterminer le courant I0, on se rend bien compte qu'on a une équation de deux inconnus, I0 et I2. Or, on ne peut pas déterminer à notre niveau si cet inconnu-ci sans passer par des calculs un peu fastidieux. Que faire donc? Il faut trouver une deuxième équation. La deuxième équation nous est donnée ici. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la deuxième équation? C'est que on a deux inconnus, mais qui ne sont pas les mêmes inconnus qu'avant. On a plutôt I1 et I2. Donc, on se retrouve avec trois inconnus. Que faire donc? Repasser à une loi des mailles pour trouver une troisième inconnue, pour nous permettre d'avoir un système de trois équations à trois inconnues qu'on sait résoudre. Alors, c'est un peu long, mais c'était voulu parce qu'on avait besoin d'asseoir les lois de Kirchhoff dans les cerveaux. Je pense qu'avec ces deux vidéos-ci, vous serez à même d'entrevoir tout type d'exercice sur les lois de Kirchhoff. Donnons-nous rendez-vous pour une vidéo sur un autre sujet. Portez-vous bien et à la prochaine.